Alors, quel est votre message? Vous êtes qui? Vous faites une citoyenne là ou ça présente un... Dans le parcelle, pour la marche, à partir de 19h. Donc nous attendons 4 retardataires. Merci. Monsieur Silla. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Il s'agit de du 11 septembre. Et tout le monde se rappelle de ce qui s'est passé le 11 septembre il y a 9 ans. Ces deux tours jumelles qui sont écroulées aux États-Unis. Je sais qu'à l'époque, pour moi, ça a été un moment extrêmement violent. J'étais député européen. J'étais dans mon bureau et j'ai vu tous mes collègues se précipiter dehors. Et à ce moment-là, je me suis dit, si ces gens sont capables d'aller frapper deux tours jumelles, personne n'est à l'abri nulle part. Et je suis resté à m'interroger pendant de longues heures dans mon bureau au Parlement européen, comprenant que cet acte-là, définitivement, a failli faire sombrer l'humanité, qu'il allait réveiller des querelles qui n'avaient pas de raison d'exister, opposer des hommes. Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis dit, d'ailleurs, c'est ce que l'avait dit le président Jacques Chirac à l'époque, aujourd'hui, je me sens américain. Et 9 ans après, je me sens citoyen du monde parce que je vois que aujourd'hui, personne n'est épargné par le terrorisme. La dernière en date, c'est voilà, des bénévoles qui se retrouvent au fin fond du désert et qui sont tués par les actes de terrorisme. Ça peut se passer dans le désert, dans des marchés, voilà, Germano. Ça peut se passer dans des marchés en Europe, ça peut se passer dans des trains. Et ceux qui pensent qu'à un moment donné, ils seraient protégés parce qu'ils seraient à tel endroit de la terre, ils ont tort. Face à ce fléau qui est, on est quand même face à des hommes organisés, puissants, riches, financés, protégés. Et face à ça, il faut que la société civile se mobilise. C'est pour ça que j'ai accepté de parrainer cette 3e journée du mouvement pour la paix contre le terrorisme. Alors quel est votre but? Le but, je crois, c'est d'abord de faire prendre conscience à tout le monde qu'il s'agit d'un phénomène aujourd'hui mondial. Parce que tout le monde est contre le terrorisme. Que tout le monde est concerné. Oui, mais tout le monde est contre le terrorisme, mais en même temps, est-ce que tout le monde est prêt aujourd'hui à aller jusqu'au bout? C'est-à-dire qu'il y a des intérêts géostratégiques, des intérêts financiers, qu'il y a des intérêts diplomatiques qui font qu'à un moment donné, eh bien, par moment, on laisse passer des choses. Et qu'aujourd'hui, c'est un peu inquiétant de voir que c'est en Arabie Saoudite, par exemple, qu'on va créer le centre mondial contre le terrorisme. Il est inquiétant de voir qu'aujourd'hui, certains pays, aux Nations Unies, se permettent de parler de la lutte contre le terrorisme alors qu'on sait très bien le rôle qu'ils peuvent y jouer. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme Charles Pasqua à un moment, qu'il faut terroriser les terroristes? Moi, c'est pas le langage que j'ai envie d'utiliser. J'ai envie de dire que la société civile doit avant tout rester forte, mobilisée contre le terrorisme, parce qu'il s'agit de valeur contre valeur. Voilà. Pour faire comme on a fait aujourd'hui, si on était aujourd'hui 10 fois, 100 fois plus nombreux, s'il y avait 100 fois plus de médias, eh bien on pourrait dire que des gens ont conscience de ce qui se passe. Donc pour moi, c'est d'abord la mobilisation de la société civile, prendre conscience aussi d'une chose aujourd'hui, c'est que de plus en plus on est en train de faire des figures de gens qui sont des terroristes, des héros. Il suffit de voir les derniers films qui sortent, les dernières grandes productions. Bonjour, on fait passer Carlos comme un héros moderne. On fait passer ces gens-là comme des défenseurs du tiers-monde, de la cause palestinienne, comme des gens qui se battraient pour des gens pauvres. Or, aucune de ces personnes-là n'a jamais apporté une once de liberté pour qui que ce soit. Aucun combat, le fait d'avoir tué un patron en Allemagne, le fait d'avoir mis une bombe dans une école, n'a jamais fait avancer aucun progrès social, n'a jamais fait avancer aucune cause de l'humanité. Et ça me paraît important aussi qu'on rectifie le tir et qu'on arrête de faire de ces terroristes des figures subliminales, un peu romantiques, voilà. Et vous condamnez évidemment aussi le terrorisme, que ce soit en Palestine ou en Israël? Ah non, mais moi je condamne partout le terrorisme. Et je dis surtout aussi une chose, c'est qu'on voit bien aujourd'hui que ces actes de terrorisme entraînent aussi un phénomène d'islamophobie. Et que ça aussi, bien évidemment, si je suis là aujourd'hui, c'est pour affirmer que pour moi, la lutte contre le terrorisme en aucune façon ne doit se transformer en lutte contre l'islam. Et que la réponse ne peut pas être d'aller brûler des Corans. Nous, on ne brûle rien. Parce que quand on est pour la dignité de l'homme, on l'est jusqu'au bout.
et qu'on est d'abord là pour faire que les hommes se comprennent mieux, s'entendent mieux, et qu'en tout cas, il faut prendre des mesures radicales au niveau international pour au moins porter des sanctions contre tous les pays qui protègent et qui financent les terroristes. Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis là parce que je fais partie du MPCT. Et pourquoi je fais partie du MPCT? C'est quoi, le MPCT? C'est le mouvement pour la paix contre le terrorisme, Oui. qui est en gros un mouvement de gens très divers d'ailleurs, mais qui ont tous en commun de vouloir mobiliser la société civile contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'ils pensent tous que quels que soient les problèmes, eh bien, il faut les régler par le droit ou par l'échange ou par la discussion, mais en tout cas avec le respect de l'autre comme interlocuteur. Et pourquoi c'est la société civile qui doit se mobiliser et pas... Parce que c'est la société civile qui est attaquée. C'est-à-dire qu'elle est attaquée à la fois physiquement, parce que les attentats peuvent toucher n'importe qui, n'importe où, parce qu'elle est attaquée aussi dans son système de valeurs, parce qu'on introduit la peur de voyager, la peur de marcher, la peur d'aller au cinéma, enfin bref, la peur d'échanger aussi, la méfiance des uns envers les autres. Et puis parce que justement le terrorisme, ça a pour but de couper les liens entre les gens. Et que donc c'est ça qu'on... Les autorités ne sont pas suffisamment pour protéger les citoyens du terrorisme. C'est parce que c'est pas seulement un problème de sécurité. C'est pour ça que notre association est une association petite. C'est un problème d'analyse des questions en profondeur et pour comprendre ce qu'il y a d'inadmissible dans le terrorisme. Les autorités font ce qu'elles peuvent, je pense qu'elles font déjà beaucoup, mais ce que je reproche, c'est que des pays terroristes ou bien des groupes terroristes puissent entrer dans les débats politiques alors qu'ils n'ont pas accepté de participer au débat. Ils sont intervenus qu'en tuant des gens et qu'en terrorisant. Et la terreur ne doit pas être un moyen d'être intégré dans des débats. Voilà. Et à part manifester aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en tant que citoyen? Eh ben, je pense parler, discuter comme on le fait, lire, essayer de porter les choses en justice, c'est-à-dire faire en sorte que les crimes terroristes soient jugés de façon comme des crimes de droit commun, parce que ce sont des crimes de droit commun qu'on n'essaie pas de comprendre. De même qu'on n'essaie pas de comprendre un criminel, un tueur en série. Pour moi, ce sont des tueurs en série, les terroristes. Et donc, je pense que voilà, c'est ça qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire aussi en sorte que les crimes terroristes soient traités comme des crimes contre l'humanité. D'accord, mais dans la manifestation, il y a pas mal de pro-palestiniens, alors que les Palestiniens ont souvent utilisé le terrorisme pour se faire entendre. Pro-palestinien, ça dépend ce qu'on veut dire. Si on veut parler d'un État palestinien, c'est tout à fait respectable. Maintenant, si on veut parler de gens qui refusent l'idée même de l'autre et qui pensent que tuer des gens dans des discothèques ou sur des plages ou dans des avions ou dans des trains ou dans des bus, c'est une façon de régler le problème politique, ça évidemment on est contre. Là vous ne trouverez personne dans ce groupe qui entend par pro-palestinien pro-terroriste. On est pour l'existence d'un État palestinien évidemment, mais d'un État, si vous voulez, qui respecte l'existence de l'autre, l'idée d'une existence de l'autre. Et par exemple, vous condamnez Ouria Boutelja quand elle parle avec le portrait du chef Yassine qu'elle fait très souvent. Oui, je pense que ça c'est une mauvaise idée, effectivement. Parce que tout est symbolique et je pense qu'il ne faut pas se référer à des gens qui ont choisi comme moyen de communication et comme moyen d'action le crime terroriste. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. La dernière banderole arrive, il y a marqué « Justice pour les victimes du terrorisme ». Justice pour les victimes du terrorisme. Justice pour les victimes du terrorisme. Il y a quelques interventions, si vous voulez faire un tout petit peu de silence, s'il vous plaît. Voilà, merci. écoutez d'abord, essayez de tourner au maximum pour qu'on ait le palais de justice derrière. Je vous remercie tous pour cette manifestation qui s'est bien déroulée. Et je tiens à remercier surtout Huguette. On va l'applaudir très fort. Elle a voulu cette manifestation, elle l'a eue. Bien, on va donner la parole à Huguette. Comme ça, Huguette va pouvoir nous parler de son équipe, de ce formidable travail qui a été fait. Ensuite, il y a Dominique Sopo qui arrive en retard, donc pour la peine, il prendra la parole. Et puis, quelques mots après, avant la dispersion. Voilà. La parole est à Huguette, en te félicitant encore pour cette belle initiative, ma Huguette. Il faut que je le tienne, c'est un peu lourd.
Eh bien oui, c'est un début, c'est une manifestation, c'est une marche et elle est symbolique et c'est pour ça qu'elle est allée jusqu'au palais de justice pour réclamer symboliquement justice pour toutes les victimes d'attentats. Et nous avons ici avec nous Nicole Guiraud qui a intenté un procès. Peut-être qu'elle nous dira quelques mots. Je pense que bientôt son procès va venir dans l'actualité. Si tu veux, Nicole, la parole est à toi. Tu pourras dire quelques mots tout de suite si tu veux. Tout de suite. Bon, déjà la parole à Nicole. Voilà. Oui, bien, tu restais là. Hein. Oui. Je tiens. Moi, je suis extrêmement contente et heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui parce que je pense que c'est extrêmement très important que nous nous montrions tous. C'est la première marche qui est faite et c'est vraiment très important pour nous tous, pour toutes les victimes. Et moi, personnellement, ça me donne un courage phénoménal pour le procès en appel qui m'attend maintenant. Ça va être bientôt pour l'automne. Le procès contre le film je ne sais pas comment l'appeler, c'est glorification de terrorisme. Et je suis victime moi-même du terrorisme. J'avais 10 ans, j'étais une petite fille et je n'étais pas la plus jeune. Et je trouve ça inadmissible que la télévision française ait osé montrer un film de propagande du terrorisme. Et je fais un procès contre ces gens-là. Et j'espère, même si je ne le gagne pas, que vous serez à mes côtés pour me soutenir et soutenir toutes les victimes du terrorisme. Bravo. Oui, toi, bien sûr. Ah, si, écoutez, derrière toutes les mobilisations, il y a des hommes et des femmes. Et là, c'est vrai qu'au sein du mouvement, nous avons un secrétaire général qui est formidable. Je tiens à ce qu'il dise quelques mots. Oui, écoutez, vous savez, ça va être très court. Je voulais surtout vous remercier. Nous sommes de cette fois-ci par la marche, le visible. C'est ce que nous voulions faire. C'est vraiment la première marche contre le terrorisme. Et j'avoue que c'était nécessaire. En tout cas, nous lançons ce slogan « Non au terrorisme » et la société civile doit se mobiliser contre le terrorisme. C'est la raison de notre présence ici. Et face au palais de justice, nous demandons justice pour les victimes du terrorisme. Justice pour les victimes du terrorisme. Dominique Sopo. Alors, il y a de nombreuses organisations qui ont appelé à cette journée. Il y a entre autres, j'ai vu tout à l'heure l'UEJF, SOS Racisme, Ni Pute Ni Soumise, non, pardon. Hélas, non. Hélas, non. Bon, ça pour la prochaine fois. Oui. En tout cas, voilà, parmi les mouvements, la Ligue internationale des femmes, l'Association française des victimes du terrorisme qui aura la parole tout à l'heure, voilà. Très bientôt. Voilà. Et une figure emblématique et très forte de la lutte contre le racisme dans notre pays, Dominique Sopo. Alors, juste quelques mots. Évidemment, lorsque l'on combat contre le racisme, c'est un combat contre l'intolérance, contre l'injustice. Et finalement, le terrorisme est une de ces formes les plus brutales de cette intolérance. Et ce que l'on tient à dire, c'est qu'aucune cause ne justifie le terrorisme. Il n'y a pas de glorieux combattants chez les terroristes. Il n'y a que des lâches, finalement, qui s'en prennent toujours et en toutes circonstances à des innocents. Il n'y a pas de gens qui seraient responsables parce qu'ils sont de telle origine, de telle religion, de telle croyance, de telle nationalité. Et je pense qu'il faut le répéter avec force. Il n'y a aucun romantisme au terrorisme, il n'y a que du sang. Bravo. Alors, le gouvernement espagnol a raison de refuser de croire en la énième trêve de l'ETA. Il a raison de demander que l'ETA rende ses armes. Et ce qui vaut pour l'ETA vaut pour toutes les organisations terroristes. Cela vaut pour le Hamas, pour le Hezbollah et toutes les autres organisations terroristes. Et c'est vrai que le rôle de l'ONU, ça serait de dire cela, ça serait d'exiger que les organisations terroristes rendent leurs armes. Et ça n'a pas été fait. Eh bien, il faudra que notre voix, elle monte, et qu'elle monte jusqu'à l'ONU. Alors pour la faire monter, il faudra qu'il y ait d'autres initiatives, d'autres marches, et puis il faudra qu'il y ait la pétition internationale
non au terrorisme, que beaucoup ici ont déjà signé, mais que pas assez de gens ont signé. Avec 2000 signataires, papier et Internet réunis, on ne va pas faire le poids face à l'ONU, il faut des centaines de milliers de signatures. Je salue la présence du président de l'association France-Europe Beslan, solidaire des enfants de Beslan, et je donne la parole à Guillaume de Noix de Saint-Marc pour l'association française des victimes du terrorisme. Bravo Huguette, bravo pour avoir relevé ce challenge de faire ce défilé. C'est très important pour nous, les victimes, de sentir cette solidarité. Merci Huguette pour tout ça. Merci à tous d'être venus. En Espagne, chaque fois que les victimes du terrorisme appellent à une mobilisation, il y a 3000, 5000 et 10 000 personnes dans la rue. Nous sommes pour l'instant beaucoup moins nombreux, mais c'est l'exemple à suivre. Et j'espère que très vite, nous serons de plus en plus nombreux pour dénoncer le terrorisme, pour montrer la solidarité que vous avez envers les victimes, parce que c'est la société qui est visée, hein, et donc soutenir les victimes, c'est dire non au terrorisme. Voilà. Donc merci à tous. C'est vraiment un beau au cœur et beaucoup d'espoir pour nous tous que de vous voir tous autour de nous. À très bientôt. Merci bien. Bien, écoutez, dans ce combat, je crois que ça a été dit. Bon, d'abord, on peut l'applaudir. Ensuite, saluer la présence d'Ivan Youfol qui est là. Comme quoi, dans ce combat, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Il y a d'abord un combat pour la dignité. Écoutez, en ce qui me concerne, et je l'ai dit tout à l'heure, je suis ravi d'avoir été aux côtés de vous encore aujourd'hui et j'espère qu'on sera toujours plus nombreux. Il faut savoir qu'en 9 ans, c'est la première manifestation qui est organisée en 11 septembre à Paris. La plupart des capitales européennes et du monde font de cette journée une journée de commémoration, une journée de témoignage. Eh bien, c'est la première fois qu'une manifestation est organisée et ça fait date. Et c'est très important. La deuxième chose, c'est que nous avons vu déferler une vague, bien évidemment, de terrorisme, mais qui forcément s'accompagne, comme disait le président Sopo, souvent d'une vague d'intolérance et aussi d'une vague de violence contre des musulmans à travers le monde. Et nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour brûler des livres, pour brûler des Corans. Par contre, nous sommes là pour dire quelque chose d'essentiel sur lequel j'insiste. C'est qu'il faut véritablement que les Nations Unies arrêtent une position et une définition définitive du terrorisme. Et que surtout, tous les pays qui financent les terroristes, qui les protègent, et pour des questions diplomatiques et pour des questions financières, leur donnent les moyens, et bien que ces pays-là soient condamnés pour crimes contre l'humanité. Parce qu'il y a le terroriste et il y a celui qui l'arme idéologiquement et financièrement. Eh bien, là-dessus, je vais vous demander d'observer 1 minute de silence, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et c'est vraiment pour vous, les victimes du terrorisme, que nous sommes là aujourd'hui.
On se disperse tranquillement et à très bientôt. Et on continue le combat. Bonjour. Eh bien, j'ai répondu à l'appel du comité parce que, naturellement, je suis complètement hostile au terrorisme et je trouve que c'est un moyen de prendre le pouvoir et de contraindre les populations à faire des actes qu'elles désapprouvent autrement. Donc c'est une méthode de prise de pouvoir politique qui est complètement contraire à nos principes. Et comment vous expliquez que Youssouf al-Qaradawi et des islamistes soient hostiles également au terrorisme, puisque selon eux ça empêche l'islamisation des pays occidentaux? Bon, je pense que c'est d'une part un double langage, parce que c'est probablement... Ils ne le disent que pour la galerie, ils ne le croient pas vraiment. Et s'ils considèrent que effectivement c'est un frein à l'islamisation, de toute façon c'est un élément qui fait partie des méthodes coercitives de l'islam lorsqu'il veut s'imposer. Donc le terrorisme, il y a toutes sortes de degrés. Il y a des degrés qui sont aussi violents que celui que nous commémorons aujourd'hui. Donc les 3000 personnes qui sont décédées dans l'attentat contre les tours à New York. Mais tous ces attentats sont destinés à contraindre les gouvernements à prendre des mesures lénifiantes qui permettent à l'islam de progresser. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a une progression, car comme on ne cesse de le répéter, mais c'est encore mieux de le répéter, tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes spécialiste pour pouvoir définir ces questions-là, et tout le monde a déjà répondu plusieurs fois, mais est-ce que vous serez d'accord pour qu'une enquête soit réouverte simplement par rapport à ça? Vous savez, il y a quelque chose d'assez délirant. Il y a des milliers de personnes qui ont travaillé sur le 11 septembre. Et donc, on pense qu'il y a une conspiration avec des milliers de personnes qui sont dans le secret, qui auraient été corrompues par le gouvernement américain. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement insultant de penser que des milliers de personnes, les familles des victimes elles-mêmes seraient dans un vaste complot parce qu'il faudrait que les États-Unis envoient des troupes en Afghanistan. Je veux dire, à un moment donné, il y a quand même un minimum de décence à avoir. Et c'est pas parce que des illuminés, sur Internet, montent des soi-disant preuves pour dire qu'il y a un doute qu'on va réouvrir des enquêtes, ad vitam aeternam. Parce que sur tous les grands événements, il y a des gens qui disent mais non, mais ça n'est pas la vraie version qui est la vraie version. On va passer son temps à faire des enquêtes sur des éléments pour lesquels des milliers de personnes ont travaillé. À un moment donné, il faut être un peu sérieux. Les familles se sont organisées avec des scientifiques et des ingénieurs de tous les corps de métier, que ce soit dans le bâtiment, architectes, des aviateurs, etc., très reconnus. Et donc, ceux qui appellent à une réouverture de l'enquête sont ces personnes-là. Et il y a des familles de victimes dans ces personnes-là. Donc, on ne peut pas dire que ceux qui parlent de conspiration, etc., sont désilluminés. Il faut respecter aussi les familles qui veulent une réouverture. Mais vous savez, les gens qui utilisent la douleur des familles en leur disant ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé, on vous cache des choses, etc., et qui jouent sur cette douleur, je trouve ça assez abominable en l'occurrence. Alors, juste pour pas trop parler trop longtemps, je pense, parce que vous êtes souvent occupé, je pense. Alors, attendez, il faut que je sois concentré. Alors, attendez. Je me suis perdu, c'est pas grave. Concrètement, mais on peut dire concrètement, par exemple, ce qui s'est passé au Pentagone, où on a des théories sur lesquelles il n'y a pas les traces des ailes de l'avion, ce genre de choses, juste c'est faux. C'est faux. Parce que quand on montre une photo, par exemple, où il y a de la fumée en bas, là où sont les traces des ailes de l'avion, et qu'on dit regardez, il n'y a pas les ailes de l'avion, on va réouvrir une enquête parce qu'il y a des gens qui prennent une photo avec de la fumée, qui ne savent pas prendre une photo sans fumée. La seule vidéo qu'on a, la seule vidéo qu'on a, c'est laquelle? C'est la vidéo, de la caméra de sécurité du Pentagone, on voit l'avion passer devant. On voit pas d'avion. Si, on voit un avion. Quelque chose. On voit un début de quelque chose pour la simple et bonne raison que c'est des caméras qui prennent, me semble-t-il, non pas en continu, mais qui prennent des photos toutes les X secondes. Et parmi toutes les caméras, ils n'auraient pas pu nous sortir une vidéo avec un avion dessus? Et alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu
l'avion. C'est-à-dire que c'est un missile. Ça veut dire qu'il un missile, y a eu quelque chose dont on ne peut pas déterminer. Et on ne peut pas conclure donc ça veut que c'est dire, un avion. bien sûr que si, parce qu'il y a des corps en l'occurrence. Parce qu'il y a des photos où on voit les corps. Donc c'est des montages, on est dans X-Files, c'est des mannequins qu'on a brûlés pour montrer à l'opinion publique qu'il y a des corps dans le Pentagone. Les gens dans le Pentagone qui sont morts, parce qu'il y a des gens qui sont morts, c'est des gens qu'on a exfiltrés et qui ont été mis au secret aux Bahamas et qui aujourd'hui, je vais dire, vivent cachés pour ne pas que la conspiration existe. Donc je veux dire, à un moment donné, il y a des corps, il n'y a pas de reste d'avion, c'est un peu... Comment ? Il y a des corps, il n'y a pas trop de reste d'avion. Les gros réacteurs, etc. Avec un avion explose, en général, il n'y a pas trop de reste d'avion. Vous savez, tous les avions... Oui, il y a des corps. Vous savez, tous les avions qui explosent, en général, il ne reste pas grand-chose à la fin. Ouais, oui. S'il restait grand-chose, là, ce serait suspect. Il y a tellement de questions pour le bâtiment. Mais il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, mais comme il y a des réponses à toutes les questions qui sont posées en règle générale, oui, il y a beaucoup de questions, mais les réponses ont été apportées. Après, on peut dire que de toute façon, quelle que soit la nature des réponses apportées, ces réponses sont fausses, ces réponses sont de l'ordre de la conspiration. Mais là, on est dans un scénario paranoïaque où de toute façon, quelle que soit la réponse qui est apportée et qui correspondrait à la version officielle, entre guillemets, des gens diront ça n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ouais, mais vous ne pouvez pas vous déléguer vous-même de l'enquête sur si vous vous intéressez au bâtiment numéro 3, c'est celui qui bâtiment numéro 7, le troisième bâtiment. On peut dire une tour qui s'est effondrée ce jour-là. Elle s'est effondrée à 17h. Et officiellement, on dit que cette tour-là s'est effondrée du fait de flammes. Or, dans l'histoire, aucun bâtiment ne s'est effondré du fait de flammes. Un bâtiment en béton, en pierre, aucun bâtiment ne s'est jamais effondré du fait de flammes. Et donc, le propriétaire du bâtiment, on voit une vidéo qui dit pull it, c'est-à-dire faites sauter ça. D'accord, mais après on peut interpréter comme on veut. Alors là, c'est non mais attendez, les deux tours. Là c'est moi qui termine parce que c'est marrant. Dans le cas du Pentagone, on voit pas d'avion, donc c'est un problème. Là, dans le cas des deux tours, on voit quand même des avions, non ? Ou alors c'est un montage. Un avion militaire. Ou alors comment ? On voit un avion militaire sans hublot. Un avion militaire. On voit. Non mais les avions qui rentrent dans les tours, on est bien d'accord que c'est les avions de ligne. Ou alors c'est un montage avec des effets spéciaux. Justement, et il y a des témoignages de ce non, mais peut-être qu'il y a Spielberg qui a fait. Parce que vous êtes un spécialiste du discours. Mais c'est peut-être un film de Spielberg. Et qu'en fait. Ce que je vous dis, ce sont des témoignages. Même ce jour-là, il y avait les pompiers qui ont dit on a entendu boum boum boum. C'est pas des trucs qui ont été répertoriés un an, 2 ans après, c'est ce jour même. Et alors, vous savez, il y a des phénomènes. Vous savez, il y a des phénomènes d'écho, tout ça. Il y a plein de choses qui peuvent. Vous savez, il y a aussi des gens qui pensent voir des soucoupes volantes. Il s'avère qu'en fait, c'est des phénomènes météorologiques très complexes. Alors, pourtant, ils ont vu des soucoupes volantes. D'accord, juste une question. Alors, je terminerai parce que quand ça part comme ça, quand ça part comme ça, le dialogue, il faut nous faire plus de temps pour parler convenablement. C'est juste ça quand même. Mais non, il n'y a pas de dialogue. Puisque, comment dire, vous prenez des éléments pour dire finalement la version officielle est une fausse version et quelque part, manifestement, c'est l'armée américaine qui aurait tiré dans les tours, puisqu'il y aurait un avion militaire. Donc l'armée américaine a tiré pour savoir si les États-Unis ont abattu les tours du 11 septembre. Non mais faut arrêter le 11 septembre, je veux dire. Excusez-moi. De remettre en cause ce qui s'est passé. Combien de bâtiments se sont effondrés ce jour-là? Alors par contre, mais c'est pas le problème. Non mais par contre, si vous vous intéressez. Non mais par contre, répondez, il y a eu combien? Non mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que par contre, il y a des milliers de gens qui ont vu les deux avions. Mais personne n'a vu l'avion militaire. Là, ça ne pose pas de problème. Qui a vu l'avion militaire? Mais il y a eu des témoins ce jour-là. Ah, des témoins? Non, mais il y a plein de gens qui filmaient. C'est à Manhattan, quand même, pour le coup, c'est filmé à Manhattan. Donc les deux avions ont été filmés. Mais tous ceux qui, éventuellement, auraient filmé les avions militaires, ils ont été kidnappés, ils ont été tués ou ils sont dans le complot. Je sais pas, il y a beaucoup de vidéos qui ont disparu en effet. Ah, beaucoup de vidéos qui ont disparu, d'accord. Donc, je pense. Donc on a su quelles étaient les personnes. Alors aujourd'hui, avec Internet, où on met tout en ligne en 2 secondes, où on peut tout envoyer, etc. Je veux dire, les films ont disparu alors que tout le monde pouvait tout mettre en ligne très facilement. Il y a quelque chose que j'ai retenu de l'enquête, c'est du délire. L'enquête, quelqu'un a demandé, y a-t-il eu des explosifs? Non mais vous répondez. Laissez-moi finir. Non mais vous répondez pas à ce que je viens de vous dire. Sur le 11 septembre, il y a des plans serrés, il y a des plans larges. Alors sur les plans larges, où sont les avions militaires? Il y a plein de gens qui ont filmé avec leur téléphone, avec leur caméra personnelle. Donc c'est pas. Que l'on voit. Non mais excusez-moi, je termine. Ça n'est pas les caméras officielles du Pentagone ou de l'armée américaine qui ont filmé, qui ont donné les films, qui auraient pu les maquiller. Il y a des centaines, voire l'un des des avions qui est filmé. L'un des avions qui est filmé, je vous réponds. L'un des avions qui a été filmé est un avion militaire. Il n'a pas d'hublot. Et il est vu de dessous, on peut comparer avec une autre photo d'un avion militaire, c'est le même. Voilà, c'est ça la réponse que vous voulez, je vous la donne. Maintenant,
Maintenant, j'ai une autre question. Mais où, par qui, quand, comment? Les vidéos dont vous parlez, les vidéos que tout le monde a vues, on fait un arrêt sur image, c'est un avion militaire. C'est ça que je dis. Non. Donc personne n'en a parlé. Donc en fait, donc ça veut dire que des millions, de journalistes dans le monde entier sont aussi complices et ne disent pas la vérité. Donc ça veut dire, ils sont vachement forts aux États-Unis. Ça veut dire qu'ils avalent une version officielle. Donc les milliers, donc des journalistes, ils ont pas examiné les photos et les. Donc des dizaines. Très spécialistes et donc ils devraient se. Ah bon, il n'y a pas de journalistes d'investigation. Il n'y a pas de journalistes. Non mais enfin, c'est du délire. C'est quoi ce délire? On est dans un délire. Mais c'est du délire ce que vous racontez. Vous êtes... Non mais le fait qu'on retrouve un passeport qui est à moitié brûlé et qu'il n'y ait que la tête qui reste d'un musulman, par exemple. C'est vrai que c'est pas une preuve. Il y a plein de choses comme ça. C'est une preuve de quoi En fait, mais c'est une preuve de quoi? la question, en fait, c'est est-ce qu'il faudrait tout commencer à zéro et rouvrir une enquête? Il faut réouvrir une enquête, c'est ça. Il faut réouvrir d'enquête de rien du tout. Comment dire, la seule enquête qui serait intéressante, c'est les défaillances de la sécurité américaine auparavant. Comment se fait-il que, des gens qui se sont, initiés au pilotage sans demander à atterrir ont pu ne pas être repérés? Mais ça, c'est un problème de sécurité intérieure aux États-Unis. On n'est pas dans le complot, à moins de penser encore une fois, mais dans ce cas-là, l'enquête ne sert à rien. Que des millions de personnes à New York, des journalistes dans le monde, les chefs d'État, toute une série de spécialistes sont complices d'un vaste complot. Mais si les États-Unis sont aussi forts que ça et sont capables de stipendier autant de personnes, c'est pas la peine de rouvrir une enquête, que de toute façon vous allez disparaître. Excusez-moi. Bah non, mais faites gaffe quand même à vous, parce que d'ailleurs je me demande comment. Bah non, parce que évidemment. Moi je suis pas dans la thèse conspirationniste, etc. Vous êtes dans la thèse de quoi? Les éléments. Quand on parle d'un avion militaire, qui serait sur place et on doute, etc. Un avion militaire, excusez-moi, ça veut dire. Depuis ces événements-là, on a été matraqué des mêmes images. Personne n'a entendu parler en France du troisième bâtiment qui s'est effondré le même jour. Ce qui a été matraqué surtout, c'est les gens dans l'avion et dans les tours. Oui. Au passage, c'est eux qui ont été matraqués. Oui. Au demeurant, bon, des victimes quand même. Mais ce qu'on retient, c'est qu'il n'y a eu que 2 tours. Oui, et donc il y en a une troisième qui contenait des dossiers du FBI et de la CIA qui s'est effondrée. Et alors? Et le fait qu'elle contienne des dossiers du FBI et la CIA, ça veut dire quoi? Comment ça Non mais si le FBI et la CIA veulent faire disparaître des archives, ils les prennent, ils les enlèvent, il n'y a pas de problème. Ils ont fait tout ça pour uniquement faire des je sais plus, c'est pas des archives, ils ont fait tout ça pour ça ou ça, mais c'est ça les coupables. Je dis qu'il y a des éléments très intrigants. Moi, ma question, c'était par rapport au Hamas et au Hezbollah. Oui. Est-ce que vous êtes au courant qu'Ouria Boutelja, par exemple, fait des conférences avec la photo du chef Yassine devant elle? Enfin, je ne suis pas au courant, mais ça ne m'étonne pas d'Ouria Boutelja dans la mesure où, de toute façon, elle est quand même sur une ligne que l'on pourrait qualifier de raciste, de son point de vue, avec de façon systématique cette mise en scène d'une lutte pratiquement raciale entre l'Occident et l'Orient, dont elle pense être un des éléments dans le combat. Donc je pense que tout ça ne m'étonne pas et que l'on est face quand même à des personnes qui jouent un bien triste rôle dans les dynamiques de vivre ensemble et qui sont là pour diviser plutôt que de trouver des solutions aux problèmes qui se posent au monde. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de déclarations d'Ouria Boutelja où le racisme anti-blanc, disons, était clair de sa part? J'utilise pas le terme racisme anti-blanc vu que c'est un terme très connoté qui a été utilisé par notamment l'extrême droite pendant longtemps. Mais Ouria, oui, mais Alain Finkielkraut n'est pas forcément, une bible en la matière. Je ferai remarquer en l'occurrence que oui, quand elle parle de sous-chiens, par exemple, pour parler des Français de souche, on est là dans évidemment un jeu de mots assez sordide qui vise à stigmatiser et à renvoyer à une origine problématique des personnes en raison de leur couleur. Donc très exactement une dynamique de racisme qu'elle prétend combattre pourtant pour d'autres personnes. Donc oui, bien évidemment, on est face à une personne qui en a fait son fonds de commerce, si je puis dire, et qui essaye d'exister, de surfer sur des logiques de ressentiment, de rancœur, plutôt que de favoriser des logiques de rencontre et de vivre ensemble. Et dernière question, de même que vous regardez les actions de l'extrême droite, est-ce que vous regardez particulièrement les actions du PIR, son nouveau parti, pour voir s'il y a du racisme éventuellement et prendre les mesures qui... Oui, alors il faut quand même savoir que, par rapport à l'extrême droite, ce type de parti est quand même assez groupusculaire, même si malheureusement, bien souvent, ils ont une exposition médiatique qui va au-delà de ce qu'ils pèsent dans la réalité. Mais
Bien évidemment, de toute façon, nous combattons ce type de mouvement dans la mesure où l'antiracisme pour nous, ça n'est pas du corporatisme racial, c'est tout simplement faire en sorte que chacun soit traité à égale dignité, quelle que soit son origine, sa religion, sa culture, son lieu d'habitation, son sexe, etc. Si on a une conception très large des choses, et les indigènes de la République n'ont que la bave aux lèvres lorsqu'ils parlent de SOS Racisme, ce qui pour nous est un bon signe sur la ligne que nous suivons. Merci. Bonjour. Donc vous êtes venu à cette manifestation contre le terrorisme. Qu'est-ce que vous vouliez passer comme message? Je voulais d'abord, je suis venu pour apporter mon soutien. Ça fait longtemps que je suis là avec eux, depuis le début même d'ailleurs. Ça avait commencé sur le parvis des Invalides. On était aussi peu nombreux qu'aujourd'hui malheureusement. J'espère que dans un an, pour le 10e anniversaire, il y aura davantage de gens qui se mobiliseront pour prendre conscience que le terrorisme, tous les terrorismes sont naturellement inacceptables, et notamment le terrorisme islamiste qui est quand même aujourd'hui la menace numéro 1. Il faudrait que les gens comprennent que cette menace-là doit être identifiée, doit être désignée, et on n'aide pas à la désigner quand on brandit au moindre prétexte de l'islamophobie pour dire que l'islam est intouchable. Donc il faut à un moment donné relever cette contradiction-là et être présent ici pour défendre le terrorisme, notamment le terrorisme islamiste, mais cesser de dire qu'il ne faut pas tomber, cesser de stigmatiser ceux qui portent en tout cas un regard critique sur les dérapages naturellement de l'islam radical en essayant de faire comprendre que ce serait de l'islamophobie. Là, mais clairement, Fadessila est allé dans votre sens quand il a dénoncé le Hamas et le Hezbollah, non? Il a tenu un discours tout à fait remarquable. Il faudrait d'ailleurs qu'il y ait beaucoup plus de musulmans qui soient là dans un an pour dénoncer tous les terrorismes, encore une fois, et notamment le terrorisme islamiste. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable d'une association de défense de la mémoire des enfants qui sont morts à Beslan, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça s'est passé du 1er septembre 2004 au 3 septembre 2004 dans la ville de Beslan, dans l'Ossétie du Nord, en Fédération de Russie. Il y a un commando administré par des Tchétchènes avec une population ingouche qui a donc investi l'école, qui a disposé des explosifs dans un gymnase, qui a donc mis tous les enfants et les parents et les grands-parents, parce que c'était un jour très spécial, c'était une kermesse, c'était le jour de la rentrée des classes. Et donc ces personnes ont été torturées pendant 3 jours, c'est-à-dire pendant 3 jours ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas dormi. Et à l'issue du 3e jour, les terroristes ont fait exploser leurs bombes. Et à l'issue de ces explosions, il y a eu plus de 300 morts, dont 186 enfants. Et alors, comment vous expliquez que Poutine soit malgré tout considéré comme quelqu'un de quasi dictatorial parce qu'il serait intervenu pour libérer un massacre? Comment vous voyez les choses? Moi, à ce niveau-là, d'après les informations que j'ai eues, Poutine n'y est pour rien. Ce qu'il faut voir, c'est que ça s'est passé en Ossétie du Nord. C'est très loin de Moscou. Lorsque les terroristes ont pris en otage toute l'école, les premières personnes qui sont intervenues, ce sont les parents qui étaient à l'extérieur de l'école. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ossétie du Nord est un pays bien particulier avec une culture particulière, et là-bas dans les familles, les pères de famille sont armés, donc eux, les premiers sont arrivés le premier jour à l'école pour essayer de libérer leurs enfants. Là, il n'y avait pas encore de force de police. Après, vous avez eu vraiment la police locale qui est arrivée aussi pour faire quelque chose, mais il faut savoir que ces forces de l'ordre sont aussi fait tuer durant cet événement. Ils n'avaient même pas de gilet pare-balles. C'est pour ça que moi je dis toujours aux gens, il n'y a pas eu d'assaut organisé des forces de police contre cette école, puisque eux-mêmes, en fait, dès qu'il y a eu les explosions, ces policiers sont intervenus sans réfléchir, sans mettre leur gilet pare-balles, et pour beaucoup d'entre eux sont morts. Et donc, d'après moi, les renseignements que j'ai pu avoir sur place, il n'y a vraiment pas eu d'assaut organisé, et on ne peut pas imputer ce massacre aux forces de police, en fait. Je veux dire, il ne faut surtout pas oublier que ce sont les terroristes qui ont investi l'école, ce sont les terroristes qui ont mis les bombes, et c'est eux qui les ont fait exploser. Et donc, mettre ça sur le dos du gouvernement me paraît totalement dépassé. Voilà, je suis Guillaume de Saint-Marc. J'ai perdu mon père dans l'attentat contre le DC-10 du TA en 1989. Il y avait 170 personnes à bord, de 18 nationalités,
Voilà, ils sont malheureusement tous morts dans un vol qui faisait Brazzaville-N'Djamena, N'Djamena-Paris. L'enquête a prouvé que c'était l'enquête du juge Bruguière a prouvé que c'était la Libye qui avait mis une bombe dans l'avion. Et il y a quelques années, j'ai entamé des négociations avec la Libye, avec le fils du colonel Kadhafi, qui ont abouti puisque la Libye a reconnu sa responsabilité et a indemnisé les familles. Et donc j'ai à ce moment-là créé une fondation pour retrouver tous les ayants droit de toutes les familles et les indemniser. Et quand nous avons appris la disparition de SOS Attentat, toutes les autres associations de victimes m'ont demandé de créer une nouvelle association pour remplacer. Et donc nous avons créé l'Association française des victimes du terrorisme, qui est partie d'un réseau européen structuré, soutenu par la Commission européenne, avec 2500 adhérents, tous victimes. Et nous avons aussi construit un mémorial dans le désert du Ténéré, l'emplacement où l'avion s'est écrasé. Voilà, j'ai écrit un livre, j'ai fait un film. Le livre s'appelle Mon père était dans le DC-10. J'ai fait un film qui s'appelle le mémorial du Ténéré, qui raconte la construction du mémorial en plein désert, qui était assez épique. Et aujourd'hui, on aide toutes les victimes du terrorisme, quelle que soit leur origine et leur nationalité, en toute neutralité. On intervient dans tout le débat sur le terrorisme et nous organisons dans quelques jours un hommage solennel national pour les victimes du terrorisme, notamment les 3 dernières victimes françaises. Et l'année prochaine, nous organisons le 7e congrès international des victimes du terrorisme qui va amener 300 victimes du monde entier à Paris. Le 11 septembre ? Ça sera le 15, 16 et 17 septembre 2011. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça tourne, alors bonjour. Salut. Donc vous êtes venu couvrir médiatiquement, on était les 2 seuls médias en fait. Il y en avait un 3e, et Voice of America. Voice of America, d'accord. Ouais. Et vous, quel était votre objectif? Parce que j'ai vu que vous posiez beaucoup de questions sur le 11 septembre. Alors moi je ne les posais pas en fait, c'est que le débat a été dérivé là-dessus. Ouais. Et je voulais savoir effectivement si c'était intéressant de rouvrir l'enquête ou pas de façon neutre, juste de tout repartir à zéro. Et à partir de là, c'est parti sur les arguments, etc. que je ne maîtrise pas du tout. Voilà, c'est vraiment de façon neutre et je suis un peu comme tout le monde. Pourquoi vous pensez que c'est important parce que c'est une vérité, enfin comment dire, c'est un fait historique et que ouais voilà, qui est marquant et puis surtout il y a des événements qui ont découlé de cet effet-là, de cet événement-là. Il y a d'autres événements qui auraient pu également amener également le 11 septembre. Donc, il y a beaucoup de trucs. Enfin. Vous voulez rajouter quelque chose, non? Ouais. Vous posez beaucoup de questions à Dominique Soko. Je sais pas. T'es crevé toi aussi. Vous êtes fou. Dominique Soko. Ah voilà. Je savais pas, je discute moi tranquillement avec les gens, peu importe qui c'est. Si, vous avez l'air assez tranquillement passionné par Non, mais là j'étais obligé, ils me sont tombés tous dessus un petit peu. Après, ça sert à rien de me défendre, genre j'étais tu l'as critiqué, c'est pas ça. Mais c'est ce qu'il fallait, Non, mais la va-vite, on n'a pas le temps. Voilà, en 1 heure, on peut discuter tranquillement, mais en 5 minutes. Il a accepté le débat. Il a accepté, il l'a prolongé surtout, parce que moi j'avais l'intention de stopper, j'avais eu ce que je voulais, et puis j'ai coupé la caméra, et puis du coup, il m'a relancé gentiment, oui, mais alors qu'est-ce que tu penses concrètement et tout, donc on en est venu à en parler, etc. Et du coup, ces arguments sont sérieux alors, j'ai ressorti. Oui, enfin en tout cas c'est crédible. Après, je lui ai dit, donc moi ce qui me dérange c'est que les personnes qui doutent, automatiquement il va direct partir sur une théorie alternative que personne, enfin que en tout cas beaucoup de gens ne soutiennent pas, un missile, etc. Et se baser que là-dessus. Alors après, il n'y en a pas 36 000 des théories alternatives, mais moi ce que je voulais, et c'est ce que je lui ai dit, c'était repartir à zéro, et plutôt que de commencer par une théorie, d'abord prendre les faits, donc juste il s'est passé ça, il y a des débris, il y a des choses, il y a des preuves physiques qui sont totalement neutres et qui sont et que personne ne peut contester à la base. Et à partir de ça, commencer effectivement à développer une théorie qui peut être la version officielle, qui finalement se retrouve juste, ou alors une autre théorie quelconque. Mais est-ce qu'un fait est une preuve? Est-ce qu'un fait est une preuve? C'est-à-dire, dès l'instant où il est filmé, dès l'instant où quelqu'un c'est ça l'avantage de la caméra, tu vois, c'est que dès l'instant où il est filmé et que les choses sont là, et que vraiment tout est clair, c'est pour ça, donc c'est l'avantage de la vidéo par rapport au journal par exemple. Ouais. Et c'est pour ça que moi je suis plus ciblé sur la vidéo. Et sur l'épreuve du 11 septembre par exemple, est-ce que si on trouve, j'ai entendu que vous parliez par exemple du passeport, quand on trouve la photo. Oui, bon, c'est un fait. C'est un fait indéniable. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est un fait. Est-ce que c'est une preuve? C'est pas une preuve pour moi.
Dans quel sens la preuve? Une preuve de remettre, pour la volonté de remettre en question l'enquête ou... C'est-à-dire vous posiez la question comme peut-être une preuve en lui disant mais comment c'est possible? Oui, comment c'est possible, oui. C'est possible, non? Sans aucune main derrière, ça peut être le hasard. Oui, si on veut, oui, mais bon, il y a tellement de questions de probabilité, il faut voir quand même. Alors attends, c'est quoi le truc avec les... T'es pas informé toi là-dessus sur Pas du tout. Sincèrement, le 11 septembre, je peux pas en parler. D'accord. Il y a... En fait, n'est pas d'une preuve. D'accord là-dessus, en fait. Oui, parce que ça dépend de l'interprétation. Par exemple, on a beau avoir la vidéo en elle-même montre un fait qui existait, mais ce qu'on lui fait dire, c'est autre chose. Et est-ce que dans le mouvement qu'on appelle Reopen, etc., dont vous ne faites pas partie, moi je ne fais pas partie, est-ce qu'il n'y a pas un peu un fait égale une preuve du coup? Est-ce que c'est pas un peu idéologique? C'est surtout que on voit que la thèse officielle, s'arrête sur quelques éléments et on occulte beaucoup d'autres. Le fait de faire court. Est-ce que dans le mouvement Reopen, les gens n'ont pas trop tendance à dire nous avons tel fait et donc c'est une preuve de ce que nous avançons? Ah, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils font une collection de vidéos de diverses sources, que ce soit des gens, des témoins du jour même. Donc il y a les vidéos avec le témoin en live, que ce soit des pompiers, que ce soit des gens civils. Voilà, il y a des vidéos de ce jour même, il y a des vidéos d'après coup, un concierge qui témoigne, qui fait son expérience, il est sorti des tours. Justement, ce concierge, moi je l'ai entendu aussi, voilà. Il dit il y avait des boum boum boum, oui, comme voilà, vous l'avez dit à Dominique Souquet. Sauf que justement, ce sont des faits. C'est pas le seul qui pose. Non, c'est un témoignage qu'il a fait. C'est des témoignages, voilà. mais la plupart. C'est un témoignage, voilà. La plupart des témoignages sont faits. Bah oui, mais bon. Ça, tu pourras pas le vérifier s'il faut le témoignage, c'est ça le truc. C'est qu'il n'y a pas de preuve justement. Donc qu'est-ce qui ment ou pas, on ne pourra pas le savoir. Justement. Donc on peut pas, oui, parce qu'on peut pas reproduire le 11 septembre en laboratoire. C'est ça la démarche scientifique aussi. Donc est-ce que c'est pas un débat à quoi ça sert de rouvrir le débat si on peut pas le trancher? Parce qu'à priori, on ne pourra jamais le trancher. Mais déjà, sincèrement, je vais me documenter là-dessus et je vais sûrement être amené peut-être à redébattre du coup avec eux en ayant plus d'informations. Donc pour le moment, je suis toujours neutre et je ne connais pas maintenant. Et les deux personnes avec qui j'ai parlé ont été intéressées, ont apprécié mon ouverture d'esprit par rapport à ma jeunesse, etc. Et voulaient pousser le débat plus loin. Donc je leur ai dit, très bien, moi je me documenterai là-dessus à fond et puis éventuellement on pourra peut-être revoir et en parler. Si on veut aller à fond, moi je connais des gens qui y sont depuis quasiment 2001. Non, alors moi je vais le faire peut-être une fois, enfin voilà, si je parle avec lui c'est une fois, et puis au bout d'un moment si les arguments se répètent, ça sert à rien. Puis en plus, j'aime poser vraiment les questions concrètement, donc après il faut une réponse... si les questions sont logiques et que le dialogue est sensé, et malgré tout il était quand même assez sensé, en tout cas celui que j'ai eu, voilà, je pense que ça peut peut-être déboucher déjà sur une réponse à savoir est-ce qu'il faudrait réouvrir l'enquête, parce que c'est peut-être ça du coup la question que je me pose, est-ce qu'il faut réouvrir l'enquête? Et c'est quoi votre média en fait? J'ai pas de média, je suis tout seul. Donc c'est pas pour diffuser en fait? Si, ce serait peut-être pour diffuser, mais de façon indépendante. En cours de création en fait. Ouais, par exemple sur cet élément sur les bombes, alors moi aussi je suis pas informé à fond, à un moment je le faisais, et j'ai abandonné ces informations sur ces événements-là depuis 1 an, 2 ans, donc je suis pas à la page. Mais sur le témoignage de bombe de ce concierge-là, on a également, pour recouper avec d'autres témoignages, il y a par exemple le témoignage de pompiers ce jour même, qui sont pris au vif dans les événements et on a entendu boum 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 boum, voilà, c'est un autre témoignage. Au sujet de la version officielle, quelqu'un a demandé avez-vous enquêté sur de possibles bombes dans les tours en fait, et ceux qui sont responsables de l'enquête ont répondu on n'avait aucun intérêt à enquêter de ce côté-là, quoi. Voilà. Et donc après il y a des scientifiques et des familles de victimes également qui se sont réunies, donc c'est mouvement pour la vérité, quelque chose comme ça. Ils sont très nombreux quand même, il y a des ingénieurs et tout, ils remettent vraiment tout en question. Et dans ces scientifiques variés, il y en a un qui explique qu'en fait il y a eu des traces de nanothermite. Après il y a plein de choses comme ça, mais si vraiment on devrait s'arrêter sur quelque chose qui est troublant, c'est même pas ces événements-là, c'est toutes les conséquences dont
ce gouvernement-là s'est permis et les gouvernements internationaux. C'est-à-dire aux États-Unis le Patriot Act. Mais pourquoi, dans ce cas, pourquoi ils ont inventé des preuves pour aller en Irak? C'est là on sait qu'ils ont inventé des preuves. Voilà, tu me dis, d'accord. Qu'il y a eu en septembre par le gouvernement américain ou pas, c'est changeant. De toute façon, ils sont allés en Irak et ils y seraient allés. Ouais, ils y sont allés, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu toutes les conséquences qu'ils voulaient, quoi. Enfin tous les bénéfices qu'ils voulaient. Mais quand, soit pour l'énergie ou pour un plan géopolitique, pour avoir la main mise sur ces territoires-là et leur influence, c'est une très bonne raison. En tout cas, le fait de dire on a été attaqué, il y a eu 2000 victimes et on va donc attaquer ces pays-là et puis on vous montre la fiole d'anthrax et en fait c'était du sucre qu'il y avait dedans. Je suis désolé, mais bon, ce que je disais à d'autres personnes, c'est du terrorisme intellectuel, psychologique, quoi. Ça, et donc moi je peux pas défendre ça et donc c'est ça qui me choque le plus. C'est même pas les événements en eux-mêmes, donc mais c'est toute la démarche derrière. Donc chacun peut avoir son avis sur donc ces événements-là, mais on peut pas admettre, accepter la démarche d'un tel État qui va en guerre, que pour n'importe quelle raison est prêt à y aller parce qu'il veut y aller pour ses raisons à lui, quoi. On sait très bien que c'est pas clair. Et il y a plein de... Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.